Oui, bonjour Charlotte. Alors je te fais une vidéo parce que j'ai besoin de faire le point, à la fois pour te montrer où j'en suis et puis pour te tenir au courant de ce que j'ai fait ces 2 derniers jours concernant les, les fameux rapports, les extractions de données. Alors je commence par quoi? Alors bon, j'étais en train de travailler sur l'amélioration de l'interface utilisateur, c'est-à-dire en gros sur ça, hein, sur cette partie-là, sur cette interface-là, avec comme préoccupation de pouvoir pouvoir à terme choisir les extractions que l'on veut dans un cadre de sécurité, enfin donner les droits à qui de droit justement, et puis pouvoir donner l'attitude, contrôler beaucoup mieux les saisies obligatoires, simplifier, etc. Et là, je commençais à faire ce genre de... Enfin, j'ai commencé à faire des planches, je te le montrerai tout à l'heure. Et là, il y avait un problème que j'avais en tête, mais je pensais qu'il allait pouvoir se régler à l'intérieur de l'interface qui existait déjà, qui est les différentes catégories de filtres. Alors il y en a 4, mais en fait il y en a un qu'on peut éliminer, qui se traite directement dans le SQL, mais sinon il en reste 3. Il y a les champs qui sont obligatoires et qui sont pré-remplis. Il y a les champs obligatoires vides, mais donc ils sont obligatoires, donc l'utilisateur doit les remplir. Et puis il y a les champs optionnels qu'on peut utiliser ou pas. Une bonne illustration de ça, c'est les derniers échanges que j'ai eus avec Bénédicte sur d'autres critères à apporter à son extraction AGCR, EVP AGCR. Donc il y a 3 catégories. Donc j'ai commencé à travailler sur l'interface que je t'ai déjà montré ici à ce niveau-là. On est dans le rapport, ici on est déjà dans le rapport AGCR, très bien. Et puis on a sur cet onglet filtre SQL, on a accès aux différentes requêtes SQL. Ici on a 5, mais on a aussi une suite d'informations qui donc jusqu'à présent étaient associées au rapport et qui permettent de définir, voilà, il y a 3 champs qui vont être dans l'interface utilisateur de recherche. Ces 3 champs, on va leur donner des noms pratiques pour l'utilisateur. Ils vont être reliés à des champs, ils vont être reliés à des requêtes SQL. Ici, là, les 3 sont reliés à des champs que l'on cherche dans la première, qui sont utilisés dans la première requête SQL, mais on pourrait, c'est une array, là, donc on pourrait mettre 1, 2, 3, 4, 5 pour... bref, c'est la manière d'associer un champ avec une ou plusieurs requêtes SQL, le type de données que l'on traite, l'opérateur qui est utilisé, égal, supérieur à, etc. Et puis ici, il y avait des champs qui permettaient de récupérer la dernière saisie, les derniers critères de recherche qui avaient été saisis. Et donc là, j'étais en train de me préoccuper de savoir comment je vais différencier les différents types de champs, obligatoires, pas obligatoires, etc. Bon. Et là, d'ailleurs, il y a un reliquat. J'avais commencé à faire, quand tu vois le obligatoire pré-rempli, j'étais parti pour faire 3 fois ça, 3 fois cette, avec les 3 catégories. Et puis, je m'en suis pas sorti. Ça, alors, donc, avec cette interface, en la triplant, j'ai perdu beaucoup de temps parce que ça fonctionnait pas, quoi. Bon, donc dans un premier temps, j'ai essayé de tripler, ce que je t'ai expliqué, c'est que j'ai essayé de tripler cette interface pour différencier les champs en fonction de leur utilisation dans l'interface utilisateur. J'ai dû passer à autre chose. Alors, je vais directement afficher ce que ça va s'afficher au-dessus. Voilà. Voilà, donc j'ai dû passer à autre chose, c'est-à-dire, là c'est une table externe qui pointe sur les champs. Hein, tu reconnais les champs tels qu'ils apparaissent dans l'interface des requêtes SQL. Alors là, on en a 3 qui apparaissent. Moi année, moi dispositif. Comment ça se produit? Eh bien, si on va dans notre requête, la première requête,
principal en l'occurrence, eh bien quand on regarde ici, voilà, j'ai rajouté quelques petits champs là sur la gauche qui permettent de faire une sélection parmi les champs et de dire bah voilà, le champ qui correspond à travail, contrat, paie, mois, année, eh bien oui, ça va être un critère de recherche. Je lui donne un nom lisible par l'utilisateur, je le sélectionne ici et je définis son type. Donc son type ici, c'est obligatoire à remplir. Même chose pour les mois. Et puis j'en ai un troisième, c'est les dispositifs, qui est pré-rempli lui. Donc c'est pour ça que c'est une catégorie 1. Et puis là, je définis le terme. À partir du moment où il y a cette sélection de champs, quand on revient au niveau rapport, eh bien ils apparaissent ici. On reconnaît aussi les champs supplémentaires qui permettent de les associer à des requêtes, leur type de données, nombre, chiffre, date, l'opérateur, et pour l'instant il y a un reliquat qui va changer de l'ancienne interface, c'est-à-dire la manière ancienne, on va dire, de récupérer les critères de sélection. Mais le gros truc nouveau, c'est ici. Donc je vais prendre par exemple le champ dispositif. Là, ce sont des champs supplémentaires qui vont permettre de définir les critères, les informations qui vont pouvoir nous permettre de générer du code HTML, de formulaire. Parce que le but, ça va être de générer un formulaire HTML qui va s'afficher dans du WebViewer, dans un WebViewer, et ce formulaire va s'auto-générer dynamiquement en fonction des choix de champs, concernés, donnés à la disposition de l'utilisateur. Donc là, ce sont des critères, là, le type de champ dans le formulaire HTML, est-ce qu'il est obligatoire ou pas, là il y a une valeur par défaut, etc. Et ça permet de voir ce code. Alors on va voir tout de suite le résultat. Évidemment, c'est la même chose pour les trois champs considérés. Il faut rentrer est-ce que c'est obligatoire, quel type de champ c'est. On a le choix entre des sélections, des checkbox, etc. Bon, on verra ça plus tard. Alors maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Donc on a vu le code de chaque champ. Ici, on a la base du code HTML du formulaire. Pour que ça soit un peu plus visible, on peut visualiser le code ici. Là. Voilà, c'est du code HTML dans lequel il y a des tags qui vont dynamiquement être remplacés. Donc, il y a un tag pour intégrer le code CSS, il y a des tags pour différentes choses, mais surtout, il y a un tag qui va permettre d'intégrer les champs de recherche. Il y a aussi des champs cachés, je n'entre pas dans les détails, puis d'autres types de champs, puis le code JavaScript. Ça, c'est ce qu'il y a ici, c'est la base. Ici, il y a la liste des champs, des codes qu'on vient de voir. Là, il y en a 3, on reconnaît le mois, l'année, le dispositif. Ici, ça c'est le code CSS, et puis le code JavaScript qui vient s'intégrer. Quand je lance l'application, voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a une page HTML qui se remplit de tous ces éléments. On a vu ça pour le suivi, c'est exactement la même technique, et ça crée un formulaire. Et là, tu vois sur la droite le formulaire que les utilisateurs donc devront voir à la place de ça. Voilà, ça remplace ça. Et on voit que là, on a toutes les fonctions associées au formulaire HTML. C'est-à-dire que par exemple ici, il y a un champ requis, il y a des champs pré-remplis. Tu vois, j'ai pré-rempli certains champs ici. J'ai bien les labels que j'ai dans la base. Et si je valide la demande, ben on s'aperçoit qu'il me manque une donnée. Quand je valide la demande, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Eh bien, on voit ici arriver le résultat. Eh bien, j'ai un fichier JSON avec toutes les informations, y compris avec des informations de champs cachés. Le champ caché, c'est l'UID du rapport et puis l'identifiant de l'utilisateur qui demande le rapport.
Voilà, donc ça c'est la technique. Pour faire une toute petite illustration de ça, c'est que par exemple, si on veut changer le terme du label, si on, je sais pas, on met dispositif 2, si on veut que le dispositif ne soit plus requis, etc., il suffit de faire ce genre de choses, de réactualiser le formulaire, et on voit que maintenant mon label il y a 2, et puis que maintenant, même s'il était vide, ce champ-là, on pourrait, celui-là par contre il est toujours volontaire, et bien maintenant on pourrait renvoyer la requête et puis avoir ici un dispositif vide. Donc voilà comment ça se passe pour configurer le formulaire. Tu vois que c'est complètement dynamique. Je vais prendre un exemple plus compliqué. Admettons qu'on veuille donner un autre champ. Par exemple, Bénédicte m'a demandé de rajouter un choix par salarié. Donc il suffirait d'aller dans la requête où il y a le champ salarié. Hein. Voilà, là, la requête, on voit les champs qui ont déjà été sélectionnés. On va dire que pour l'instant, on va le faire sur l'identifiant du salarié. Il suffirait de cliquer ici, de dire bon, ça va être optionnel simplement. Optionnel pour moi c'est type 3. Et puis je vais mettre comme intitulé salarié. D'accord? Je fais ça. Je remonte au niveau rapport, et on voit que maintenant, ici, dynamiquement, évidemment, j'ai mes 4 champs maintenant. J'ai un champ salarié que je peux compléter avec les infos. Enfin, c'est un nombre égal. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de saisie préalable. Et puis ici, dans les informations HTML, bah, je vais dire c'est un champ, un input texte. Je vais pas le mettre en champ requis. Je vais pas mettre de données par défaut. Je génère le code. Boum, le code est là. Je retourne ici. Voilà. Je vais le remettre avec le bon environnement. Voilà. Maintenant, j'ai un champ salarié. Voilà. Donc, là, tu as vu dans la manip, je n'ai pas codé une seule ligne de HTML. Je n'ai même pas modifié un script FileMaker. J'ai juste coché des cases dans une seule table, la table des champs. Donc il n'y a pas eu de création de table. Ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas créé de table supplémentaire. On a juste créé des champs au niveau du back-office avec des modèles de HTML, des modèles CSS, des modèles JS, c'est-à-dire toute la tambouille qui est nécessaire pour afficher dans un web viewer ce genre de choses. Hein. Donc voilà où j'en suis. Au niveau documentation, si on veut résumer à peu près ce que tu as vu ici, c'est qu'on voit qu'il y a dans la table des champs, tous les champs, là j'ai repris le même exemple, hein, des descriptifs de données JSON qui vont donner tout un tas d'informations sur les champs. Tu vois l'opérateur, le nom du champ, le nom pour l'utilisateur, les identifiants, etc. Ces champs-là sont traduits en code HTML avec des divs, des trucs, des machins pour apparaître dans un formulaire. Le formulaire, j'en ai fait une petite copie d'écran ici. Dans le HTML de base, il y a tout un tas de tags qui sont dynamiquement remplacés par du CSS, du JavaScript, etc. etc. L'utilisateur coche, décoche, rentre ses données, et au final, le serveur reçoit tous les critères de recherche de l'utilisateur. Et ces critères de recherche qui vont être rebranchés sur les extractions Excel, Word, PDF dont on a déjà parlé. Donc voilà, donc si je veux vraiment résumer, l'idée c'est d'intégrer un web viewer qui va permettre d'afficher des formulaires HTML qui peuvent être générés dynamiquement, rapport par rapport, requête par requête.
Voilà, alors il y a encore un peu de boulot, je te cache pas, mais c'est quand même, je pense que c'est la bonne solution pour avoir toute la flexibilité et puis pour que tout ça soit, heu, encore une fois générique et facile d'utilisation. Là, l'utilisateur, il se retrouve dans un formulaire, web classique et c'est très facile pour lui de naviguer. Évidemment, là, il va falloir faire en sorte d'avoir, autre chose que simplement des champs texte, des cases à cocher, des listes de choix, et cetera. Enfin, tout ça est tout à fait, gérable.